bienvenue dans le podcast Santé First. On parle de santé puisque c'est le podcast qui fait passer votre santé en premier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout particulier, le microbiote buccal. Et pour ce, je reçois aujourd'hui Vincent Blasco-Baquet, professeur à l'INSERM, enseignant-chercheur. Est-ce que Vincent, tu peux te présenter? Merci à toi d'être là. Bonjour Maxine, merci de ton invitation. Avec plaisir. En effet, on va essayer de parler de santé et en premier, c'est quand même ce qui nous permet de grandir et d'évoluer. Donc j'en suis ravi que tu sois venu ici dans nos locaux à l'INSERM. Je suis dentiste, moi. Ça va bien pour parler de microbiote buccal, donc je suis dentiste. J'ai travaillé en libéral et puis à un moment, j'ai eu l'impression de ne pas tout comprendre dans mon activité et c'est comme ça que je me suis orienté vers la recherche. Et c'est la prise de conscience d'un super organisme, le microbiote, qui m'a fait changer ma vision des choses. Donc en fait, c'est comme ça que je suis devenu professeur des universités à l'Université de Toulouse et je réalise ma recherche ici à l'INSERM à travers notre équipe INCOM qui regroupe des chercheurs, qui regroupe aussi des dentistes, des médecins et des techniciens qui sont indispensables. Et on accueille beaucoup d'étudiants chaque année et on travaille sur le rôle du microbiote oral, sur la santé générale et plus précisément, comme tu l'as vu ici, à l'Institut des maladies métaboliques et cardiométaboliques, sur les maladies métaboliques et cardiométaboliques. Très bien, merci pour cette présentation et surtout merci de nous recevoir aujourd'hui directement dans le labo de l'INSERM. On est en pleine immersion. Donc vous travaillez sur le lien entre le microbiote buccal et finalement les maladies cardiométaboliques, c'est bien ça? Exactement. Tout est lié en fait à l'histoire qu'on s'est rendu compte que la bouche, ça pouvait être un miroir de ta santé générale en fait. Et donc en fait, en analysant nos patients dans notre activité à l'hôpital, puisqu'on soigne aussi à l'hôpital, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien direct avec ces maladies. De là est émergé un peu ce qu'on va appeler l'idée empirique, c'est que peut-être il y avait un lien. C'est l'evidence-based dentistry ou médecine comme on appelle. Et donc on s'est mis en place en recherche et maintenant ça fait à peu près 10 ans que je travaille là-dessus et que nous avons créé depuis janvier 2023 cette équipe qui travaille exclusivement chez l'homme sur la compréhension du rôle du microbiote et de la bouche. Et donc cette notion qu'on verra peut-être après, le biomarqueur de la santé générale et plus particulièrement des maladies cardiométaboliques. Très bien, bon, on a déjà un bon teaser de toutes les thématiques qu'on va aborder dans cet épisode. Mais avant tout, dans le podcast Santé First, on a 2 questions d'intro. Est-ce que tu veux bien jouer le jeu? Allez, feu. Alors, la première question que j'ai pour toi, puisque dans Santé First, on fait passer la santé en premier, quel est ton first geste santé du matin? Question assez originale mais facile à répondre quand même, ouais. C'est se brosser les dents quand même en tant que dentiste. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ultra important. Donc là, je vais faire mon petit message de prévention 3 fois par jour. Très bien. On se brosse les dents soit en manuel, soit en électrique, mais obligatoirement après chaque repas. Le soir, indispensable parce que c'est vraiment le brossage qu'il ne faut surtout pas oublier. Et puis le matin, accessoirement, geste fraîcheur, geste bien-être. Et puis ça améliore à mon avis les relations sociales quand on s'est fait un bon brossage le matin. Tout à fait, et puis ça nous dynamise pour la journée, on est lancé, donc le petit point prévention. Et ton microbiote l'attend. Et ça, on y viendra après. Exactement. La deuxième question que je voulais te poser, c'est quel a été finalement ton premier déclic pour t'investir dans la recherche sur le microbiote en tant que dentiste? C'est quand même assez original. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, on a une culture, nous, dans l'équipe, c'est la singularité. Donc, tu comprends bien qu'en effet, un dentiste qui fait de la recherche, ça peut parfois poser des questions, surtout dans la recherche sur on va dire un microbiote et sur un super organe que tu as à l'intérieur. Vraiment, c'est un peu ce que je t'ai dit en intro. J'ai adoré soigner en libéral, mais j'avais un peu cette frustration de ne pas comprendre jusqu'au bout ce que je faisais. Et je trouve que la recherche te permet de comprendre. Le soin te permet d'appliquer, et comme nous on est enseignants à la fac, c'est de transmettre ça. Et je trouve que c'est un peu ce qui a été le déclic de faire de la recherche, c'est aller en amont du soin pour comprendre, et je pense qu'on y viendra, moi ce qui me passionne c'est la variabilité individuelle, ça fait un gros mot, tu vois, individuelle a un facteur de risque. Je te prends un exemple très simple. Moi je passe devant une boulangerie, j'ai déjà pris 1 kilo, je rentre, j'en ai pris 2, je ressors, j'ai pris ma chocolatine, j'en ai pris 3. Et à côté de ça, tu as des personnes, et ça c'est la variabilité individuelle, qui vont rentrer dans la boulangerie, qui vont prendre toutes les viennoiseries disponibles et pas prendre 1 kilo. Et ça, les faisceaux de preuves qui arrivent sont de plus en plus sur
un rôle de microbiote, de cette variabilité individuelle. On est parti du tout génétique, on est en train de réfléchir à l'épigénétisme et on arrive aussi au super organe microbiotal. On y viendra, push, mais tous les autres aussi microbiotes que tu as. Et voilà mon déclic. C'est vraiment un déclic de pratique, d'expérimentation et un besoin de comprendre. D'où la recherche. C'est l'élément le plus passionnant intellectuellement que j'ai connu, c'est être capable d'aller découvrir quelque chose et d'être dans une sorte de stimulation intellectuelle permanente pour essayer de comprendre. Mais on ne comprend rien. C'est ça l'avantage. Comme disait De Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Mais finalement, encore heureux qu'on continue à chercher, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et puis c'est une quête permanente et je pense que plus on en sait et plus on se rend compte de tout ce qu'on ne sait pas aussi. Et c'est ça qui est passionnant. C'est l'infini de la connaissance. Exactement. Qui nous anime, nous, ici. C'est très bien et alors ça regroupe aussi, enfin on retrouve les valeurs aussi qu'on a sur le podcast parce que c'est la recherche, c'est comprendre comment on fonctionne pour mieux s'approprier les fonctions de notre corps. Et pour ça, je pense qu'un des paramètres importants de notre épisode, Vincent, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le microbiote, est-ce que tu pourrais nous définir très simplement, pour des personnes qui ne sont pas issues du domaine scientifique, qu'est-ce que le microbiote et surtout, du coup, qu'est-ce qu'est le microbiote buccal ? Super. Alors, exactement. Je vais te poser une question très simple. Ah, on inverse les rôles. Un peu quand même. Tu m'as invité à venir, j'en suis ravi. Bon, est-ce que tu connais le poids de ton cerveau ? Il me semble que c'est 1,8 kg, quelque chose Combien ? comme ça. Non, je me trompe certainement. Alors, rassure-toi, c'est pas le poids qui est important, parce que c'est pas plus il est lourd, plus il est intelligent. Non, c'est la proportion par rapport au poids du corps. À peu près un humain à 1,5 kg. Ah, j'étais pas si loin. Voilà, de cerveau. Ouais. Il faut savoir que dans ton corps humain, tu as plus de 2 kg de bactéries et de microbes qui sont présents. Donc tu comprends bien que si ton cerveau qui fait 1,5 kg sert à quelque chose, a priori, chez les gens normalement ça sert. A priori. En fait ces microbes qui vivent en toi servent à quelque chose. Et en fait, et je vais te dire quelque chose, elles vont même te survivre et elles finiront par te bouffer. Mais bon, ça on en parlera un peu plus tard, c'est l'histoire de la vie, tout ça. Donc de là est arrivée l'émergence qu'on avait un super organe en soi. Oui. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, Freud avait raison, c'est un peu de la psychanalyse là-dessus, c'est un peu schizophrénique, mais tu as un super organe en toi qui vit en toi. Et quand tu me dis qu'est-ce que c'est qu'un microbiote, c'est l'ensemble des microbes qui sont présents dans un lieu. On va dire qu'il y a 5 grands microbiotes. D'accord. La bouche, mais le plus important en termes de quantité, c'est l'intestinal. Et on le connaît bien là-dessus, et on pourra y venir sur les désordres. Mesdames, vous avez le vaginal. Le cutané et les voies aéro au niveau des parties hautes pulmonaires. Okay. Tu vois ? Et donc, ces organes, en quantité variable, on va dire que le plus important en termes de quantité, c'est intestinal, mais vaginal, buccal est à peu près pareil. Et après, cutané un peu moins important en quantité. Et donc, ça, si c'est présent, c'est que ça sert à quelque chose. La nature, c'est darwinien. La nature, elle est sélective, et donc si ça ne servait à rien, ça serait nul. Et donc on vit en cohabitation, on vit tout le temps avec. Voilà. Et donc c'est ça, on va regarder les petits organismes qui sont présents en toi, parce qu'on a tous une signature. D'accord. Je ne sais pas d'où tu viens, mais je crois que c'est de l'ode, c'est ça ? Si je ne me trompe pas. Mais tu as quand même une empreinte de l'ode sur ton microbiote. Moi qui vis ici à Toulouse, citadin dans le centre de Toulouse, j'ai un peu une empreinte de mon microbiote. Donc on est notre microbiote et notre microbiote est un peu nous et marque une empreinte de ce que tu es, et ce que tu as vécu et ce que tu manges. Et on y viendra après. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Ah oui, je pense que c'est très clair et que donc si je le résume en une phrase, ça pourrait être l'ensemble des petites bactéries qui composent ma flore, qu'elle soit cutanée, respiratoire, vaginale, buccale ou intestinale. Exactement. C'est un petit peu ça. Mais il n'y a pas que les bactéries. Il y a les virus et les champignons. Très bien. C'est ça. Le microbiote, c'est 98% des bactéries. Mais les 2% qui restent, souviens-toi, on a vécu une période assez sympathique en 2020. On a commencé à développer les tests salivaires. Ouais. Tu sais, pour le virus du Covid, ça prouve qu'il y a une vie. Mais ce qu'il faut voir, c'est un ami qui vous veut du bien. Tu sais, un microbiote, un ami qui vous veut du bien, mais qui peut être aussi un peu à double facette. Mr. Jekyll. Mr. Hyde. Voilà, tu as tout compris. Donc c'est qu'il peut être à des moments un peu contrariants. Mais il y a majoritairement des bactéries à l'intérieur, et on a les virus et comment ça s'appelle, les levures. Les levures aussi, et les les champignons. Les champignons. Voilà. D'accord. Donc ça vit à toi.
Ok, mais alors il me vient quand même une question parce que quand on dit bactérie, moi demain je vais chez le médecin, il me dit que j'ai une bactérie, je vais tout de suite me dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour ma santé. Et or, tu es en train de nous dire, si mon cerveau est important, il est bon pour ma santé, il est essentiel, mon microbiote finalement c'est des bactéries qui a priori auraient un rôle positif sur ma santé, et alors là je comprends plus rien. Ah mais tout à fait, mais parce que on doit changer de paradigme. On a cette culture de la bonne, la mauvaise bactérie. Déjà, on va partir de la base. Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises bactéries ? Je te fais une référence à un film. Est-ce qu'il y a des bonnes ou mauvaises situations ? La réponse, elle est très complexe et c'est la réalité. Il y a très peu de bactéries qui sont purement pathogènes en soi. Ok. Par exemple, la tuberculose, c'est une bactérie qui est purement pathogène. Par contre, nous, dans notre corps, ces bactéries, si elles vivent là et que tu vis avec elles, c'est qu'elles ne sont pas néfastes. Ce qui est important, c'est comme tout, c'est la rupture d'équilibre. Et ça, on va y venir, on va rentrer, on va faire un peu de grec parce qu'on est intelligent en recherche, ou en tout cas on le fait croire. C'est la dysbiose et le biose. J'y viendrai sur ces notions-là. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'on s'est rendu compte que nous, on a des bêtes de foire dans nos laboratoires qui s'appellent des souris axéniques qui n'ont pas de bactéries. Très bien. Ces bactéries, ces souris, elles ne sont pas viables. Elles sont stériles, elles ne peuvent pas vivre, et elles ont une durée de vie qui est largement réduite. Donc tu comprends bien que la bactérie devient indispensable à la vie humaine. Mais n'oublie pas qu'on vient de la bactérie aussi. C'est le principe de l'évolution. Et donc, pour revenir à nos moutons, tu vas naître stérile normalement. D'accord. Tu vas naître stérile quand tu es né. Soit tu es né par voie basse, soit tu es né par césarienne. Rien que ça a un impact. Et là aussi, Freud avait raison. Tout vient de la mère. Ouais. Ton microbiote, il est transféré par maman. Et c'est maman qui t'a tout donné. Et c'est logique. Si tu es né par voie basse, ton premier microbiote, si tu as suivi, c'est le vaginal. Oui. Si tu es né par césarienne, ça va être le microbiote du champ opératoire. Et ça, c'est intéressant parce que tout ça va avoir un impact. Et tous les éléments de ta vie, la diversification. Et là, je passe mon deuxième élément de prévention. Le meilleur effet sur ton microbiote, c'est ton alimentation. Une alimentation peu transformée, une alimentation avec des produits bruts, ça va être la meilleure chose qui va te faire. Et au fur et à mesure de ta vie, tu vas découvrir et tu vas échanger des microbiotes. Oui. L'autre élément important qu'il va y avoir, ça va être la diversification, l'alimentation, l'allaitement. L'allaitement est formidable pour le microbiote et il est montré que les enfants allaités ont une prévention sur la survenue de l'obésité à l'âge adulte. Très bien. Parce qu'on a transféré le microbiote, si on met des microbes, on met en face un système immunitaire, ce qui te permet de te protéger et d'équilibrer pour vivre en symbiose, tout ça. Et après, l'adolescence est un élément important, les décharges hormonales, l'apprentissage des échanges sociaux et physiques, quand tu comprendras ce que je veux dire par là. On a un échange de microbiote. Et puis, comme tu l'as dit, les antibiotiques et tous les médicaments. Tout traitement va avoir un impact sur son microbiote. Donc au final, tu as besoin d'avoir ce microbiote. Sinon, tu ne peux pas vivre parce qu'il sert à quelque chose. Et si ta question, c'est à quoi ça sert ? Ça sert à tout et à rien aussi. Mais d'après toi, ça sert à quoi ? Un microbiote. C'est très simple, un microbiote. Puisque tu l'as, bouche et intestinal. Première chose à quoi ça sert ? La digestion. Très bien. Exactement. Quand tu vas dans des pays qui n'ont pas les mêmes traitements de l'eau, par exemple, qui n'ont pas le même système de traitement de l'eau, tu te rends compte que tu as les désordres qu'on appelle la tourista pour certains. C'est tout simplement que cette bactérie, elle est bonne pour eux parce qu'ils ont été éduqués, ils ont vécu avec. Toi, c'est un nouvel agent. Donc ton microbiote n'est pas prêt et donc tu as des désordres qui se créent. Donc ça sert à la digestion, à ton tractus. Ça sert à quoi ? Et ça, c'est très important parce que là, il faut qu'on change de paradigme, à la cicatrisation. Et oui. Très bien. Et oui, c'est fini d'utiliser des antiseptiques et du Karcher partout quand on a une petite plaie. On nettoie la plaie pour éviter d'avoir des grains ou des choses comme ça, mais on ne vire pas toutes les bactéries. Surtout pas. Parce qu'elle crée une petite inflammation qui permet une cicatrisation, un recrutement et une meilleure. Ta bouche. Oui. Tu manges normalement 3 fois par jour, en fonction de ton activité. Sache que chaque fois que tu manges, tu as des petites blessures en bouche. D'accord. Le pain un peu dur qui s'est planté dans ton palais. C'est vrai. Ça a créé une lésion. Ouais. Tu t'es jamais infecté. Non. Pourtant, tu as plein de bactéries. Tu as 10 exposants 11 bactéries par millilitre de salive. Qui n'étaient pas si nocives donc. Et non, elles ont contribué à ce que tu cicatrises en 24-48 heures. Tu vois, ça sert à tout. Et ça sert à l'évolution, ça sert à la reproduction, comme on l'a vu. Et c'est ce qu'on appelle la coévolution.
La D'accord. culture, c'est-à-dire que tu éduques ton système immunitaire à vivre avec certaines. Et là, je vais faire un peu un message, c'est un peu comme sociétal. Ouais. Plus on apprend à se connaître, mieux on vit ensemble et plus on peut s'accepter. C'est Voilà. pareil avec notre microbiote. Exactement. D'accord. Et donc là, tu nous as vraiment expliqué qu'on essaie stérile, que le microbiote se constitue au fur et à mesure de nos années de vie, de notre environnement, de nos expositions diverses et variées. Mais qu'est-ce qui va directement influencer mon microbiote buccal? Tu nous as parlé de l'alimentation, et alors là, tu fais plaisir à la nutritionniste qui est en moi, parce que l'alimentation, on sait que c'est essentiel. J'en parle souvent quant au microbiote intestinal, mais c'est vrai que j'ai moins de connaissances sur ce que va avoir comme conséquence l'alimentation sur notre microbiote directement buccal. Tout à fait. Mais c'est exactement le même concept. D'accord. Mamie, les bonnes recettes de grand-mère avaient toujours raison. Ouais. On utilise 5 fruits et légumes par jour. On utilise une alimentation qui est peu traitée. Donc c'est évident que tout ce qui est viande chargée d'antibiotiques, tu avales des antibiotiques et donc tu as un impact sur ton microbiote. Et tout ce qui est le moins transformé possible, avec le moins d'excipients ou de produits que tu vas mettre à l'intérieur. Ok. Donc en fait, c'est très simple. Acheter des fruits et légumes bruts, Ouais. les cuisiner soi-même ou les manger crus, parce que c'est important aussi de les manger crus pour les vitamines et pour les apports, et éviter d'avoir toute l'alimentation transformée. D'accord. Là aussi, petit changement, il faut savoir que ton microbiote est ce que tu manges. C'est ce qu'on appelle l'effet prébiotique. Ouais. On rentrera aussi dans l'effet probiotique peut-être après si Oui. tu veux. Prébiotique, c'est ce que tu donnes à manger à ton microbiote qui va influencer les bonnes bactéries. C'est pour ça qu'il faut des fibres. Tout à Comme fait. ça, on facilite les bactéries fibres. Il est évident que si tu leur fais manger du fast-food avec du sucre chargé, des chaînes grasses importantes, tu vas avoir un microbiote qui va aimer cette alimentation transformée et disponible avec des index glycémiques catastrophiques où tu vas faire monter ta glycémie et ton microbiote va s'habituer. Et donc, tu vas entraîner ce qu'on a abordé tout à l'heure, une dysbiose. Dysbiose, c'est quoi? C'est l'orientation vers certaines bactéries. C'est une rupture d'équilibre quantitatif et qualitatif qu'on va opposer à l'eubiose. Si je mange une alimentation riche et diversifiée, je vais avoir une diversité de mon microbiote. Ok. Ton microbiote, en fait, il faut le voir comme, moi qui suis un grand peintre, évidemment, comme une palette de peintre. D'accord. Plus j'ai de couleurs et de nuanciers de couleurs, Oui. mieux va être ma toile. Parce que je vais Ok. pouvoir jouer sur les subtilités. Et ça, tu ne peux l'avoir que si tu leur apportes à manger à toutes les couleurs et à toutes les bactéries. Si tu fais pas ça, tu vas hyper sélectionner et donc tu vas avoir un panel de couleurs faibles et donc ça va avoir un impact sur ta santé. Très bien, donc on peut aussi faire le parallèle avec le fait de manger coloré. Finalement, on va manger Exactement. varié et en fait, ça va aussi colorer notre palette de microbiote et Ouais. on va être... Mais pas sur l'emballage du hamburger. Hein. Non, T'as bien compris. certainement pas. Ça veut pas dire on fait tous les fast-food de la ville. On Hein. a bien compris. Voilà. Avant qu'on en vienne sur l'impact de notre microbiote, plus particulièrement buccal, sur notre santé, il me vient quand même une question qui me titille et qui Ouais. revient. Moi, je choisis mon dentifrice, selon l'envie, j'ai envie de dire, je ne prends pas en compte des paramètres spécifiques. Il en va de même pour mon bain de bouche. Je fais un bain de bouche quelques fois par semaine, mais avec tout ce que tu me dis, je suis en train de me dire, mais je suis en train de tuer toutes les bactéries et tout mon microbiote. Qu'est-ce qu'il en est? Alors c'est bien parce que tu suis et on se connecte, donc c'est parfait. C'est exactement ça. C'est toute chose que tu vas prendre de façon chronique, c'est-à-dire répétée, va avoir un impact sur ton microbiote. J'ai pas dit qu'il fallait pas utiliser de dentifrice, mais il faut utiliser les dentifrices les moins transformés possibles. D'accord. Donc avec le moins d'excipients ou de choses qui vont y avoir dedans. Ok. Pourquoi? Parce que ça va être naturel et ça va apporter. Le bain de bouche, il faut dès se le dire maintenant, quel est l'intérêt du bain de bouche? Il existe des bains de bouche de confort pour avoir une haleine fraîche. J'ai envie de dire, si je me brosse les dents, si j'ai un contrôle de mon hygiène bucco-dentaire et si je vois 1 à 2 fois par an mon chirurgien dentiste, je pense qu'il n'y a pas besoin. Deuxième chose, il y a les bains de bouche médicaments qui D'accord. sont avec des antiseptiques. Ok. Le plus utilisé en France, c'est la chlorhexidine. D'accord. Ça, il ne faut pas l'utiliser au quotidien ou de façon répétée. Pourquoi? C'est quoi un antiseptique? Un antiseptique, c'est quelque chose qui va attaquer les bactéries et les enlever. Donc tu comprends bien que nous, on en prescrit quand on est face à un problème infectieux, qu'on a besoin D'accord. d'enlever. L'utiliser au quotidien, c'est mettre une pression de sélection sur ton microbiote. Donc tu comprends que ta palette, si
les bactéries qui n'aiment pas la chlorhexidine, quand elles prennent la chlorhexidine, elles s'en vont. Elles s'en vont, pardon. Et la nature a horreur du vide. C'est celles à côté qui sont résistantes à la chlorhexidine qui se multiplient, tout ça. Alors, c'est pas des vraies résistantes comme les antibiotiques, mais c'est ça l'idée. Donc, en fait, le bain de bouche, il faut juste le rationaliser. Est-ce que j'ai besoin d'un bain de bouche Et le dentifrice, bien sûr, il faut se faire 3 fois par jour. Il faut des apports, mais on essaye d'avoir des choses les moins transformées possibles. Donc, c'est évident que, malheureusement, ce sont des choses qui ont un coût un peu plus élevé. Mais on y viendra aussi avec les prescriptions de probiotiques, après les prescriptions d'antibiotiques. D'accord. Et donc, les bains de bouche qu'on retrouve en grande surface, qui sont accessibles sans ordonnance, finalement, tu nous dis que c'est des bains de bouche de confort. Ce ne sont pas des antiseptiques. Alors, je ne connais pas le panel. Moi, je ne suis pas du tout... Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je ne suis payé par personne, mis à part par l'État français. Donc, mon idée, c'est la santé générale et la santé buccale. Je ne sais pas. Je ne vais pas te répondre spécifiquement. Mais il existe des bains de bouche de confort avec des aromates, des bonnes odeurs. Et il existe des bains de bouche qui sont sur prescription, mais qui sont aussi en achat libre, avec de la chlorhexidine. Et moi, ce que j'invite, c'est juste à demander conseil à son chirurgien dentiste. Comme ça, en plus, ça lui permet d'aller le voir 1 à 2 fois par an. Je continue et j'insiste. Mais c'est important parce que comme ça, vous pouvez avoir un accompagnement médicalisé pour c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que c'est un geste non anodin. On l'a banalisé, mais le fait de mettre quelque chose sur son microbiote a un impact sur son microbiote. Mais quel qu'il soit, le chewing-gum tous les jours peut avoir un impact puisqu'il y a des produits dans le chewing-gum. Donc tu comprends bien que la bactérie qui va recevoir les produits du chewing-gum va aimer ça et va sélectionner. Tu vois ? Très bien, donc du coup, le chewing-gum par exemple, c'est pas terrible. L'alimentation transformée, c'est pas terrible. Non, c'est mauvais. C'est mauvais. L'alimentation on peut caractériser, ça va être mauvais pour notre microbiote. Et par contre, tu nous as dit certains mots qui m'ont intéressée. Tu nous as parlé de probiotiques et des prébiotiques, comme si ça allait être plutôt bon pour notre microbiote. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Très bien. C'est bien parce qu'on fait du grec et du latin, tu vois, quand on fait de la recherche et de la médecine, c'est par rapport à nos maîtres antiques. Prébiotiques, c'est ce qu'il y a avant les bactéries. En effet, c'est quoi ? Et là, le meilleur prébiotique de ta santé, c'est l'alimentation. Donc tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, l'alimentation le moins transformée, saine, avec peu d'apports exogènes, c'est parfait. Donc le meilleur prébiotique pour ta santé, c'est ton alimentation. D'accord. Donc, il n'y a pas un niveau de preuve énorme sur l'apport de prébiotiques, tu sais, de gélules, de choses comme ça, puisque si tu n'as pas de contrôle de ton alimentation, ça ne sert à rien de rajouter des prébiotiques de façon alicament ou quoi que ce soit. Le probiotique, c'est une bactérie lyophilisée. Elle, c'est autre chose. C'est très important, le probiotique, quand tu vas avoir un apport d'antibiotiques. D'accord. Antibiotique, c'est ce qu'on va te donner. J'ai une infection dentaire qui a gonflé, on m'a donné un antibiotique. J'ai une infection ailleurs cutanée ou dans le corps, on m'a donné un antibiotique. Une fois que tu as pris cet antibiotique, cette molécule, elle n'a pas targeté, ciblé exclusivement le lieu où tu as l'infection. Tous tes microbiotes ont pris une charge d'antibiotiques dessus. Donc l'idée, à la fin de ton traitement antibiotique, c'est d'apporter un probiotique qui va permettre une recolonisation de tes microbiotes. Et ça, c'est très important. Le vrai défaut, c'est que ça a un coût. Et ça, c'est une réalité parce que ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, mais il faut essayer d'œuvrer là-dedans. Et puis, c'est un geste santé. Donc, en fait, il faut éduquer les prescripteurs et les patients, avoir un réflexe conditionné, prise d'antibiotiques, probiotiques pour recoloniser son microbiote. D'accord. Et pas que buccal, intestinal, cutané, vaginal. Donc, quand on va chez le médecin généraliste, qui nous prescrit des antibiotiques parce qu'on a une quelconque infection, et qui nous donne avec le probiotique, qu'on est finalement très peu à prendre, je pense. Et tu viens de nous dire que c'était vraiment important de le prendre. Eh oui, c'est un geste santé. Mais tu sais, le problème des désordres, et on y viendra sur l'impact du microbiote, c'est qu'on a un effet à distance. Donc on ne le voit pas immédiatement. Tandis que l'antibiotique, on va voir de suite qu'on va baisser l'infection, on n'a plus mal, on n'a plus d'inflammation, c'est génial. Mais le geste d'après, c'est la bombe à retardement. C'est qu'on a mis un effet sur notre dysbiose du microbiote. On veut la prévenir pour garder un microbiote eubiotique, eubiose, donc en l'équilibre et qui a une bonne santé pour soi. Et donc la prescription probiotique et la prise de probiotiques est bonne. Ok, d'accord. Donc merci pour ces précisions, c'est déjà bien plus clair. On a vraiment défini ce qu'était le microbiote, on a défini comment on lui faisait du bien. Maintenant, pourquoi il faut faire du bien à notre microbiote ? Parce que c'est ce que vont se demander les auditeurs. Oui, on a un microbiote, c'est bien.
qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ma santé si j'ai un microbiote qui est plutôt en dysbiose qu'en eubiose? Est-ce qu'il y a des liens avec, je sais pas, des maladies métaboliques, vu que tu travailles justement dans l'Institut des recherches des maladies métaboliques? Tout à fait, tu as entièrement raison. Tout est parti en fait de l'histoire du patient diabétique. Le patient diabétique, il a 5 grandes complications. On va peut-être pas toutes les passer, mais les maladies cardio-métaboliques, on va dire cardiaques, les yeux, le rein, le pied diabétique et les micro- et macro-angiopathies. Est émergé épidémiologiquement, c'est juste on a pris des patients diabétiques et on a regardé leurs proportions dans leur bouche. Ils ont eu une maladie qui s'appelle la parodontite ou la maladie parodontale. La maladie parodontale, c'est quoi? C'est une maladie de dysbiose du microbiote parodontal. C'est au contact de la dent, c'est les gencives qui saignent, les dents qui vont finir par bouger si on laisse évoluer cette maladie. Et donc, on s'est posé la question, pourquoi les diabétiques avaient plus de maladies telles que la maladie parodontale? Et c'est parce qu'il y avait une dysbiose de leur microbiote. Ils avaient une modification des bactéries, avec des bactéries qu'on va appeler anaérobies, c'est-à-dire qui aiment le CO2 et pas l'oxygène. C'est ceux qui donnent cette odeur âpre un peu à des moments, et qui vont être gram-négatifs, qui vont attaquer la gencive. Donc ça a été le premier lien, tu vois. On s'est rendu compte. Et maintenant, ce qui est important, c'est que si elles sont là, ces bactéries, c'est qu'elles ont une action. Et donc, elles créent de l'inflammation. Elles servent à la digestion, comme on l'a vu, mais elles digèrent de façon différente, et donc te transfèrent des informations à ton corps qui vont avoir un impact à distance. Il y a 2 grands concepts qui existent. Avoir une maladie parodontale, et là aussi j'invite à revoir son dentiste souvent, c'est avoir comme une plaie ouverte de la surface de ta main à l'intérieur de ta bouche. Et tu comprends bien que ça veut dire qu'il y a du passage à travers, puisqu'on n'a plus cette couche de protection. Donc on a des bactéries qui passent, on a des molécules des bactéries qui passent, on a de l'inflammation qui se crée, et avoir de l'inflammation en chronique en permanence, c'est pas bon. Et ça, bactéries, morceaux de bactéries et inflammation, ça crée que ton organisme est fatigué et beaucoup plus susceptible aux maladies cardio-métaboliques. Pour aller dans ce sens-là, pour te l'illustrer, pour que tu vois ce que c'est, c'est à peu près entre 25 et 30% des infections des valves cardiaques, donc dans le cœur, sont dues à une bactérie buccale. Et c'est lors d'une maladie parodontale ou d'un abcès que des bactéries sont là et vont faire un terme qui nous intéresse beaucoup ici, c'est pour ça qu'on fait de la recherche, de la translocation bactérienne. Vont être de leur microbiote diffusés dans le reste du corps humain. Tu vois, c'est un changement de paradigme. On n'est plus si stérile que ça à l'intérieur. On a des bactéries qui circulent dans le sang. Ah oui. Mais alors, il me vient une question très naïve, mais que je pense beaucoup d'auditeurs vont se poser. Tu nous dis, par exemple, les diabétiques, les personnes qui ont un diabète de type 2, vont avoir une certaine maladie du parodonte et donc vont avoir un déséquilibre du microbiote. Mais ma question, c'est de l'œuf et de la poule qui est là en premier. Excellente question, mais moi je vais te donner un argument. Si je soigne ma maladie parodontale, chez le patient diabétique, j'améliore son contrôle glycémique. Donc, ça, c'est des études. On a fait une étude ici à Toulouse où on avait soigné tous les patients diabétiques pour leur maladie parodontale. On avait une légère amélioration, mais les chiffres en général, c'est entre 0,5 et 1 d'amélioration de leur point d'hémoglobine glyquée. Ce qui est leur suivi de facteurs de risque, en fait. C'est pour ça qu'à l'hôpital ici, on a créé un parcours de soins pour le patient diabétique qu'on va consulter, on fait des check-ups, on identifie les maladies parodontales, on les soigne pour améliorer leur prise en charge. Tu vois? Donc c'est vraiment, on a la preuve maintenant qu'en soignant sa dysbiose orale, on est capable d'améliorer chez le diabétique son score d'hémoglobine glyquée, qui est quand même le traceur, tous les diabétiques le savent, qui est suivi entre 6 mois et 1 an tous les ans pour contrôler tout ça. Donc on améliore tout ça, tu vois. C'est vraiment impactant. Enfin, j'étais loin de me douter qu'on pouvait avoir autant d'impact sur une telle maladie. C'est vraiment passionnant. Et alors, est-ce que ça veut dire que finalement, pour quelconque maladie chronique, métabolique, on pourrait peut-être faire un profil du microbiote buccal de chaque patient et personnaliser les traitements en fonction. Si on régule son microbiote buccal, alors tu vas nous dire comment on peut faire d'ailleurs, et bien à ce moment-là, on améliore sa maladie métabolique. Oui, mais tu as tout résumé là. Là, c'est un rêve, moi, c'est parce que la recherche nous permet de rêver. Il y a 2 actions. Il y a l'immédiat.
comme je t'ai dit, je soigne mon microbiote par les soins dentaires, par le contrôle de l'hygiène, par le passage des moyens d'hygiène entre les dents, les fils dentaires, les brossettes, tout ça. Et tu as vu que je n'ai pas parlé d'antiseptiques obligatoirement, parce qu'on ne va pas tuer les bactéries, on va les cultiver et les accompagner. Ça, c'est évident que ça a un impact sur ta santé générale. Ça, c'est le quotidien, c'est la thérapie. Notre rêve, nous, ici, c'est la notion de biomarqueur. C'est ça ce que tu m'as demandé. C'est être capable de faire des profils microbiens, donc le biomarqueur buccal, qui nous permettent de prédire en fait la survenue des pathologies. Je vais te donner un exemple qui est notre dernier papier qu'on a fait où on est très heureux grâce à une cohorte européenne et des collaborations en sens européen avec des Italiens, des Espagnols et des Anglais et nous. Nous avons vu des patients obèses qui ont une chirurgie bariatrique. Chirurgie bariatrique, c'est une modification du tractus digestif pour améliorer. C'est quelque chose de formidable. Tu peux avoir entre 20 et 40% de perte de poids stabilisée à 1 an. Donc pour des obésités très importantes, c'est bien. Et deuxième chose, c'est à l'heure actuelle un des rares traitements qui soigne du diabète. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont plus les effets du diabète. La question, c'est qu'on a toujours un petit rebond de prise de poids et il y en a qui sont en échec. Et tu sais ce qu'on a vu, nous ? On a vu que c'était des bactéries buccales qui avaient transloqué dans le tissu adipeux. Donc on avait des bactéries dans le tissu adipeux, parce qu'on a regardé qu'est-ce qu'il y avait dans leur tissu adipeux à ces patients, et on a vu que ces bactéries permettaient de prédire la perte de poids post-chirurgie à 1 an et 2 ans. Donc on est vraiment, tu vois, dans le concept que ce microbiote et ces bactéries que tu as, c'est un facteur de prédiction de ta réponse à ta chirurgie bariatrique. Donc, ce qu'on a fait nous à Toulouse, ben maintenant, nous voyons tous nos patients avant leur chirurgie bariatrique, on les accompagne dans leur préparation. Déjà, une première chose, si tu as des meilleures dents, tu vas être en meilleure santé. Si tu as des meilleures gencives, tu vas avoir le meilleur. Et en même temps, on accompagne les bactéries pour les préparer, pour améliorer. Et donc, on suit cette étude ici avec le service de chirurgie digestive de l'obésité au CHU, avec le service d'odontologie ici. On les voit tous, on a un parcours de soins et on les prépare pour leur chirurgie bariatrique. Ok, et donc pour que leur santé du microbiote soit meilleure, pour favoriser les résultats derrière la chirurgie bariatrique, tu nous dis on va accompagner les bactéries. Ça veut dire que tu vas donner des probiotiques, des prébiotiques ? Alors là, c'est un panel d'actions thérapeutiques que nous avons. D'accord. Mais déjà, le premier principe, on va rééduquer l'alimentation en parallèle avec le nutritionnisme, parce que c'est quand même le job du nutritionniste. Mais on voit maintenant que ça a aussi un effet. Et puis, on va mettre en place les soins dentaires déjà. Déjà, si on nettoie les dents, on enlève les dents qui sont trop abîmées, on soigne celles qui sont abîmées mais qu'on peut conserver. On remet un pouvoir masticatoire, on nettoie les gencives avec des produits. En effet, on peut utiliser des probiotiques à ce moment-là. Mais c'est une prise en charge globale. Tu vois, ça, c'est mon combat réel. On n'est pas des organistes de la bouche ou de la canine gauche du haut. On est vraiment les soignants d'un organe qui contribue, comme le cardiologue, comme le gastro-entérologue, qui contribue à la santé générale. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est la porte ouverte à la fois sociale, et là j'y tiens, c'est la relation sociale aussi qui est en lien direct. Ok. Donc on a vraiment un réel impact, ne serait-ce que sur notre hygiène buccale de tous les jours. Et ça peut jouer sur la prévention des maladies métaboliques, ou en tout cas l'amélioration de notre santé s'il y a déjà des maladies qui sont en cours. Tu sais, c'est ce que je t'ai dit. C'est soigner son microbiote, c'est se soigner. Soigner son microbiote, c'est soigner sa bouche. Soigner sa bouche, c'est soigner son microbiote et donc sa santé. C'est vrai qu'on dit souvent quand l'intestin va, tout va. Mais maintenant, j'ai envie de dire, quand la bouche va, tout va aussi. Voilà. Ça va un et petit quand peu l'appétit va, tout va aussi. Ça, c'était Obélix. C'est pas mal aussi. Alors là, on a parlé de maladies, d'obésité, de santé, de diabète. Moi, je pratique beaucoup la course à pied, et dans le milieu de la course à pied, quand on s'intéresse un petit peu au domaine scientifique, on nous dit souvent que les coureurs d'endurance ont un microbiote intestinal qui est transformé par rapport à quelqu'un qui est sédentaire. Donc, je me demande du coup, quel va être l'impact de mon microbiote peut-être sur ma performance sportive, ou quel va être l'impact de mon entraînement sportif sur mon microbiote. Ben là, tu me fais un grand plaisir parce que je suis un grand passionné de sport. Alors, pas de course à pied, du plus beau sport du monde, tu te doutes, c'est le rugby. Ah bah oui. Évidemment, on est à Toulouse. Donc, vraiment. Et depuis maintenant à peu près 12 ans, on a monté une consultation à l'hôpital de prise en charge du sportif de haut niveau. Très bien. Pour la cavité buccale.
Waouh. De la médecine bucco-dentaire. Pourquoi ? Première chose qui était en rapport, c'est que généralement quand tu fais ton sport de précision ou ton sport de force, tu vas serrer des dents. Oui. Et donc serrer des dents a un impact sur ta performance. Donc ça, c'est la première partie qu'on fait. On travaille avec une équipe pluridisciplinaire ici à l'hôpital où on a une consultation dédiée, on a vu beaucoup de sportifs, tout ça. Ça, c'est une première chose et c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et là, je suis entièrement d'accord avec toi. Notre première constatation, puisqu'on a 10 ans maintenant de recul, on a une grande cohorte, on a à peu près 500-600 patients qui ont été analysés et on a confronté à la littérature et on a publié quelques articles que j'invite à lire, mais c'est sur le rugby, donc c'est formidable, tu prendras que du plaisir à lire. C'est qu'on a vu que par définition, la cavité buccale des sportifs de haut niveau est plus altérée que la population générale. Et donc je vais aller dans ton sens. Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Raison première, tout simplement, c'est que comme tu as retenu, il y a quoi que tu fasses, de façon chronique, ça a un impact sur ton microbiote. Donc, courir de façon chronique, 1 à 2 fois par jour, a un impact. Pourquoi ? Sécheresse buccale. Et oui, puisque tu es en aérobie, tu respires, tu avales. Deuxième chose, comme tu augmentes ta charge, normalement, tu dois mettre des apports nutritionnels en regard. Oui. Qui peut varier en fonction du sport, mais qui peut aller jusqu'à 500 kcal par heure de sport d'intensité à rajouter. Et sauf que, préférentiellement, tu mets quoi ? Une filière glucidique. Et oui. Et le glucide, ça fait quoi ? Ça favorise les bactéries qui aiment le sucre et qui font des caries. Voilà, c'est QFD. Deuxième chose, l'apport aussi de tout ce qui va être exogène, c'est-à-dire les boissons. Les boissons industrialisées, tu sais, qui peuvent être vert fluo, rose fluo, tout ça. Jusqu'à preuve du contraire, dans la nature, j'en ai peu vu de ces couleurs-là, ou le bleu fluo. Et donc ça, elles sont acides et elles sont très sucrées. Donc elles ont un impact là-dessus. Et après, tu as un vieux concept qui est rigolo, qui s'appelait l'open windows. C'est-à-dire que quand tu as hyper stressé ton organisme, quand je dis stressé, c'est pas obligatoirement dans le stress de la vision, c'est mis en action tous tes organes. Ben, quand tu vas faire un marathon, quand tu vas faire un entraînement, ben, généralement, tu as ce qu'on appelle le down. C'est l'open windows, tu as une baisse de l'immunité dans les 48-72 heures qui suivent. Oui. Et donc, ça crée aussi un petit impact là-dessus. Donc ça, tu vois, c'est l'impact du sport de très haut niveau là-dessus. Et donc, nous, on les accompagne, on les éduque. On a fait un article où on a vu que chez les rugbyman, la cavité buccale était modifiée et le microbiote était modifié buccal. Donc, on contribue, à travers notre consultation, à améliorer, faire un check-up classique et aussi les aider à contribuer à la rééducation pour aller vers le bios de leur microbiote. D'accord. Et est-ce que dans le sens inverse, il y a des études qui ont été faites sur l'impact du microbiote buccal ou peut-être autre, intestinal, sur la performance que va avoir le sportif et peut-être le rugbyman dans ce coup-là ? Pas vraiment, il n'y a pas trop de résultats. Il y a une grande centre à Londres qui a fait ces résultats, parce que nos résultats ne sont pas que chez nous, ils sont aussi pendant les JO, ça a été montré de Londres. Il y a Needleman qui a fait un très bel article là-dessus. Il n'y a pas eu trop d'études là-dessus. D'accord. Par contre, tu as, tu sais, ce vieux serpent de mer, de la gingivite ou de l'abcès en lien avec la tendinopathie du tendon d'Achille, tu sais. Mais nous, on a fait une petite étude, mais on n'a pas assez de cas pour avoir un niveau de preuve. Mais il y a quand même le concept que si tu as un foyer infectieux avec de l'inflammation quelque part dans le corps humain, toujours tu as de la diffusion d'inflammation dans le corps. Et sur une zone un peu altérée, comme peut être une tendinopathie chronique, tu rajoutes de l'inflammation. Et donc tout ça peut être soigné. Nous, on a beaucoup, par contre, plutôt en posturaux. Sur le décalage, en fait, quand tu mords, si tu as un mauvais engrainement, tu peux avoir des modifications posturales avec des chaînes, je crois que tu es kiné aussi. Oui. Donc tu vois très bien ce que je veux dire, avec des équilibres des chaînes posturales qui peuvent bouger. Alors là, c'est pas le microbiote, mais généralement, c'est le microbiote qui a bouffé une dent, et comme il manque une dent, il faut remplacer sa dent. Donc là aussi, pour être un sportif ultra compétent, il faut avoir une bouche saine, avec un équilibre. Chaque dent enlevées doivent être remplacées. Et il faut que, même si on a toutes ces dents, qu'elles s'engrainent parfaitement pour essayer d'améliorer la posturologie. Ok, donc c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis là, notamment sur le microbiote qui est bouleversé quand on fait beaucoup de sport, sur cette habitude chronique. Donc ça, j'ai vraiment enregistré le fait que quand on répète une action, ça va forcément bousculer notre microbiote. Et on aurait pu se dire au début de l'épisode, eh ben, si je vais être malade, il faut que je fasse attention à mon microbiote. Et puis les sportifs qui sont en bonne santé, c'est bon, je m'en préoccupe pas. Mais tu es en train de nous dire que même quand on est en bonne santé, il faut déjà s'en préoccuper. Et même si on est sportif, et des fois on voit des sportifs qui vont se permettre de manger un petit peu tout et n'importe quoi sous prétexte qu'ils vont peut-être pas prendre de poids parce qu'ils ont beaucoup de dépenses caloriques. Tout à fait. Mais en fait, c'est tout aussi important, voire peut-être même plus chez eux que chez quelqu'un d'autre. Mais ton microbiote, c'est ton meilleur ami.
Ouais. Et en plus, il est très intime parce qu'il est à l'intérieur de toi-même. Donc en fait, il faut que tu le cultives tous les jours. Ouais. Ton amitié, ton compagnon, ta compagne, il faut tous les jours nourrir cette relation-là. Mais c'est exactement la même chose. Et si tu la nourris avec des choses qui ne conviennent pas, tu vas créer de la distension et de la distance. Mais c'est exactement pareil, le microbiote. Et comme je t'ai dit, l'effet microbiotal est souvent à distance. Tu vois? Donc c'est là où il faut vraiment, tous les jours avoir les gestes quotidiens d'hygiène bucco-dentaire et aussi d'hygiène diététique. Ouais. Mais attention, on va pas, parce que à croire que je suis un mormon qui boit que de l'eau et des trucs, tu vois bien que physiquement je ne suis pas encore dans les canons de la beauté extrême. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas en fait parce qu'une fois tu vas faire un excès avec un fast-food que tu vas avoir un impact. C'est la chronicité, c'est l'impact régulier. Tu vois, je prends toujours le parallèle avec la cigarette. La cigarette, facteur de risque de tout. Ouais. Surtout du cancer. Ouais. Mais c'est pas parce que tu as fumé une fois dans ta vie, une cigarette, que tu vas avoir un cancer. C'est parce qu'il y a une répétition de cette prise de cigarette et de façon dose importante que ça en est fait. Tu vois, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, bien sûr que l'extra, le truc un peu extrême va faire du bien à des moments moralement, en plus pour un sportif qui est stressé aussi, mais pour le quotidien aussi, tout ça. Mais après, c'est sur 100% du temps, il faut qu'à 90-95% on soit dans l'équilibre. Et dans quelque chose de diversifié, varié, peu transformé, j'insiste vraiment, avec peu de produits exogènes qui peuvent perturber tout ça. Ok. Et tu as dit quelque chose qui m'a vraiment titillée. Tu as dit il faut prendre soin de son microbiote comme si c'était notre ami. Et puis tu as parlé de nos conjoints. Et donc je me dis, moi j'ai mon mari à la maison. S'il a un microbiote buccal en dysbiose, est-ce qu'à chaque fois que j'embrasse mon mari, j'attrape entre guillemets une certaine partie de sa dysbiose qui peut modifier mon microbiote buccal? Donc à ce moment-là, ça voudrait dire, si moi je prends soin de moi, il faut que la personne avec qui je vis prenne tout autant soin d'elle. Oui. Alors, tu as tout dit. Hein. Okay. Après, jusqu'à preuve du contraire, vous vivez sous le même toit, vous mangez la même chose. Donc généralement, vous avez les mêmes habitudes alimentaires. Donc déjà, ça c'est le gros socle. Vous avez les mêmes processus d'hygiène. Et en effet, lors des échanges, quels qu'ils soient physiques, vous allez avoir un transfert de microbiote. Mais comme on a un socle commun, ou un socle équilibré avec l'alimentation, les moyens d'hygiène, il y aura plus de difficultés pour que des bactéries dysbiotiques qui engendrent de la dysbiose viennent s'installer, puisque derrière, tu as un travail de fond. D'accord. Mais généralement, quand on vit sous le même toit, on a des microbiotes plutôt proches. Ça a été montré. Il y a même la première grande étude sur le microbiote a montré que tu avais une signature microbiotale en fonction de où tu vivais. Wow. C'est très fort. C'est-à-dire que, et c'est logique, l'environnement, l'alimentation, quand tu voyages, tu vois bien que quand même, en plus nous les Français qui sommes très gastronomie, tout ça, plus tu voyages, par exemple si tu vas dans des pays plutôt... par exemple anglais ou Irlande, tu as beaucoup de produits transformés, tu as de la cuisine qui est frite, tu as moins de produits bruts, accessibles. Tout à fait. Et donc là, rien que ça a un impact. Donc tu peux avoir une signature gastronomique de ton microbiote et en fonction de ce que tu répètes tous les jours. Voilà. Par exemple, nous on a un accès quand même dans le sud beaucoup plus facile aux produits maraîchers primeurs faciles, les tomates, les pêches, les vignes, tout ça, puisqu'elles sont produites localement. Et donc, on a vraiment un lien direct avec, tu vois. Très bien. Donc, il y a un régionalisme microbiotal reconnu chez les populations. Donc, si je déménage, potentiellement, mon microbiote peut déménager avec moi. Mais si tu bois rien que l'eau du robinet, n'est pas stérile, l'eau du robinet. Mais encore heureux. C'est là où il faut arrêter de viser le zéro bactérie. Dans notre alimentation, dans nos surfaces, arrêter de désinfecter partout. Au contraire, il faut se rencontrer pour s'aimer, pour se cultiver. Et bien rien que l'impact quotidien de ton eau, si tu bois de l'eau du robinet, va avoir un effet. Mais c'est pas un effet négatif, au contraire. Très bien, donc avec toutes ces informations, on sait maintenant que c'est super important de prendre soin de notre microbiote buccal et de l'ensemble de notre microbiote. On sait comment faire, on a parlé d'alimentation, on a parlé d'hygiène bucco-dentaire, d'aller voir notre chirurgien dentiste
au moins 1 à 2 fois par an, très bien. Mais alors, une question persiste, comment je sais si mon microbiote buccal, il est en bonne santé ou pas? Ah, ça c'est une bonne question, parce que c'est rendre visible l'invisible. C'est ça le problème, parce que le microbiote, on ne le voit pas, puisque c'est des bactéries. Première des choses, si déjà tu suis tous les concepts qu'on s'est donnés, on a quand même plutôt un microbiote qui va être à l'eubiose. On ne va pas les répéter, mais tous les moyens d'hygiène, les moyens hygiéno-diététiques avec des alimentations peu transformées, des apports exogènes les plus faibles possibles, tu vas avoir ça. Après, par contre, arrive le moment où le microbiote dysbiotique va parler. D'accord. Et je t'ai dit, une des maladies dans la bouche de dysbiose, c'est la maladie parodontale. Ça, les premiers signes qui doivent nous intéresser, première chose, mais qui n'est pas régulier, c'est la mauvaise haleine. Ok. Parce que la mauvaise haleine, 80-90% du temps, c'est des bactéries qui vont manger différemment les aliments. Et ces bactéries ne sont pas présentes de façon importante, mais deviennent plus importantes et vont relarguer ces odeurs. D'accord. Déjà, ça c'est la première chose. Après, va arriver les signes cliniques qui sont plus importants, qui vont être des saignements au brossage ou des saignements spontanés. Après, on est vraiment dans un cas beaucoup plus avancé dans le saignement spontané, mais au brossage, s'il y a du saignement, prenez rendez-vous. C'est peut-être le signe des étapes premiers, la gingivite de la maladie parodontale, donc il faut faire. Et après, à terme, si on laisse évoluer, malheureusement, ça va être une apparition de ce qu'on appelle des trous noirs entre les dents. Ça veut dire que la gencive s'en va, c'est que les fondations de la dent sont embêtées et que donc elles sont détruites par l'inflammation induite par ces bactéries dysbiotiques. Et l'état ultime, ça va être la mobilité des dents. Voilà. Donc, premier lieu, on maintient tous les moyens qu'on s'est dit. On prend soin de son microbiote, on le cultive, on l'aime, on est passionné par lui et lui nous le rendra bien. On contrôle souvent le saignement après le brossage. Et dans les cas ultimes, il faut bien sûr toujours faire un contrôle 1 à 2 fois par an et en même temps, voilà. Il faut anticiper en fait. C'est là où on doit changer un peu de paradigme médical et plus y aller quand on a mal ou plus y aller quand on veut soigner. On ne fait plus de la médecine que curative, on fait de la médecine préventive. Et la médecine préventive, ça veut dire soi-même être acteur, mais aussi aller chercher la compétence chez son chirurgien dentiste. Tout à fait. Et est-ce que la douleur aussi peut être un signe? Est-ce que je peux avoir mal quelque part? Bien sûr. Mais c'est des douleurs chroniques diffuses complexes. C'est-à-dire on va avoir un peu de lancement, on va avoir un peu de sensibilité sur les dents parce que comme les fondations sont descendues, les dents sont un peu plus sensibles au chaud et au froid. Mais on n'est pas sur un boost douloureux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas la rage de dents qu'on connaît, j'espère ne pas connaître, en allant voir ce truc, mais que je connais chez mes patients et qu'on accompagne. Mais là-dessus, c'est vraiment quelque chose de continu, de lourd, mais qui n'est pas un grand boost de symptomatologie douloureuse, tu vois. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire son détartrage annuel, voire biannuel. Il faut contrôler tout ça, mettre en place une brosse à dents de qualité, changer sa brosse à dents souvent en fonction de son utilisation, ne pas trop appuyer. Brosser, on dit généralement du rouge vers le blanc, de la gencive vers la couronne de la dent, c'est la partie visible qu'on a dans la bouche. Voilà. Déjà, si on fait ça, plus on va rajouter le fil dentaire, on va rajouter les brossettes interdentaires pour aller nettoyer ces bactéries qui sont cachées dans le parodonte, on a tous les moyens pour faire. D'accord. Donc, si j'ai une mauvaise haleine, finalement, j'achète pas forcément en première intention le bain de bouche pour sentir bon de la bouche, mais je vais voir mon chirurgien dentiste, c'est que j'ai certainement un déséquilibre qui est en train de se mettre en place. Alors ça paraît bête à dire, mais finalement, si on vend tous ces produits en pharmacie ou en magasin, c'est certainement que les gens vont peut-être plus se diriger vers la solution de confort avant d'aller faire les soins. Donc allez chez votre chirurgien dentiste faire les soins, s'il vous plaît. Et alors Vincent, tu nous as dit quelque chose, et je pense qu'on peut donner un conseil vraiment pratico-pratique à nos auditeurs aujourd'hui. Tu nous as dit, changez la tête de votre brosse à dents. À quelle fréquence, finalement? Si je me brosse les dents 3 fois par jour, tous les jours, que j'ai une utilisation classique, je veux dire, j'appuie pas comme une dingue, ça dure quoi, ma tête de ma brosse à dents? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Est-ce que tu pourrais nous indiquer? C'est une bonne question, parce que je ne peux pas te répondre quelque chose de chiffré. C'est un peu comme tes pneus de voiture, ça dépend de ton mode de conduite, de l'appui de la voiture, de l'utilisation. Par contre, il y a des indicateurs. Beaucoup de brosses à dents créent maintenant des indicateurs de vieillissement, tu sais, avec un fil. Et puis globalement,
Quand tu achètes ta brosse à dents, elle a une tronche quand même. Hein. Oui. Il y a les fils et les brins sont droits. Quand ça commence à faire l'éventail, pose-toi des questions sur le changement. Ça, c'est clair, net et précis parce que plus tu as des fils qui ne sont pas alignés, plus ils peuvent être blessants aussi pour ta gencive et avoir une moindre efficacité. Donc ça, c'est des critères tout simples. Très bien. En rentrant, je vais regarder la tête de ma brosse à dents et il sera peut-être temps de la changer. Merci pour tous ces conseils pratiques, Vincent. Je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de sujets, que tu nous as permis de comprendre l'importance du microbiote, comment on en prenait soin, comment on pouvait aussi l'altérer, donc tous les facteurs auxquels il fallait faire attention. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voudrais encore aborder? Est-ce qu'il y a un point que tu voudrais mettre en avant pour nos auditeurs avant qu'on rende l'antenne? Alors, c'est déjà... Au-delà du microbiote, c'est comme tu l'as dit, c'est peut-être plus facile parfois de prendre un bain de bouche, mais allez voir votre dentiste parce que ça reste quand même un mec très sympathique ou une personne très sympathique et que malgré qu'on n'aime pas trop y aller, vous verrez toujours une plus-value à retourner le voir et à être entretenu. Donc ça, c'est mon message vraiment prévention, c'est on se brosse les dents le matin. Bon, j'espère que nos auditeurs sont au top là-dessus et quand même on fait un contrôle régulier et il ne faut pas attendre d'avoir mal pour aller voir le dentiste. Au contraire, il peut être acteur de ta santé. Et puis en termes de microbiote, c'est vraiment un ami le plus intime que tu auras toute ta vie. Parce qu'il comme je te dis, en plus il te survivra. Donc là-dessus, c'est cultive-le, aime-le, passionne, crée et entretiens cette relation pour qu'il soit toujours ton meilleur allié santé. Très bien, donc là tu as peut-être même déjà répondu à la dernière question qu'on a l'habitude de poser dans Santé First. C'était de savoir s'il y avait une idée reçue vraiment que tu voulais casser sur le microbiote, si nos auditeurs doivent vraiment détruire une croyance aujourd'hui quant aux bactéries. Finalement, est-ce que c'est celle-ci, c'est que les bactéries sont aussi nos amis? C'est ton meilleur ami, hein, le plus intime, et il ne faut pas les voir comme un ennemi, mais plutôt comme un acteur quotidien de ta vie. Ouais. Et donc, n'allez pas chercher le zéro bactérie, allez chercher plutôt le lien fort et cultivé avec ta bactérie. Et puis en plus, ça terme bien puisqu'on cultive des bactéries ici dans ce laboratoire. Très bien, je te remercie Vincent de nous avoir accueillis. Avant qu'on termine, est-ce que tu nous recommandes d'inviter quelqu'un, peut-être un chercheur, sur un domaine de santé qui serait intéressant à aborder dans Santé First? J'ai pas d'idée directe à te dire parce que tout est passionnant, moi, tu vois, c'est la curiosité intellectuelle. Mais en santé, qu'est-ce qui peut avoir de l'intérêt? On a fait le microbiote oral, peut-être que ça serait intéressant de faire un peu de microbiote intestinal, tu vois. Là-dessus, moi je suis passionné aussi par la transmission materno-fétale, par exemple un gynéco avec la culture de la transmission du microbiote là-dessus, puisque on en a parlé rapidement tout à l'heure sur césarienne, voix basse, tout l'impact que ça a sur la composition. Et puis même ce lien indéfectible entre microbiote, naissance et relation fœtus-enfant et, pardon, pas fœtus-enfant, mais mère-enfant qui sera passionnant. Très bien, et puis je pense que peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir, peut-être sur un prochain épisode où on pourra parler un petit peu plus de performance sportive, de microbiote, d'occlusion, parce qu'on reçoit bientôt le docteur Franck aussi, avec qui on va pouvoir aborder ces sujets. Peut-être qu'on aura l'occasion de croiser toutes vos connaissances et vos expertises. Et de rugby. Et de rugby, évidemment, parce qu'on reste en région toulousaine. Je te remercie Vincent, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode, d'avoir vulgarisé toutes ces données de santé pour nos auditeurs et de nous avoir reçus, surtout à l'INSERM. C'est quand même incroyable où on a pu tourner aujourd'hui. Je te dis à très vite. Si tu permets, n'oubliez pas de soutenir la recherche parce qu'on en a besoin aussi. C'est grâce à l'apport de toutes les dons de la population française qu'on permet aussi d'activer notre recherche et qui nous permet aujourd'hui de vous présenter ces résultats, d'avancer et surtout, quand même, qu'elle est essentiellement en tant que soignant, mieux soigner mes patients. Et comment on peut contribuer? Alors, il y a plein d'organismes qui peuvent être, et après on fait des appels d'offres. Je ne vais pas en citer parce que tu comprendrais que j'en froisserais certains, mais il y a beaucoup de populations et ça nous permet à nous de vivre au quotidien, de travailler et de faire de la découverte qui a un effet direct sur la population. Pour moi, la recherche et la culture sont les adages des civilisations les plus évoluées parce que c'est là où on permet de miser sur le coup d'après et sur l'avenir. Très bien.
Donc on partagera s'il y a des liens ou des données supplémentaires qu'on peut partager à nos auditeurs quant aux recherches que vous faites, peut-être des articles, peut-être même des podcasts sur lesquels tu es déjà intervenu, des interviews. Ça permettra aussi de donner peut-être un aspect plus large de toute la recherche que vous menez pour qu'ils puissent vous aider, vous soutenir. Comme vous soutenez le podcast en nous écoutant, on peut soutenir les chercheurs. Je te remercie Vincent et je te dis à bientôt. Merci beaucoup.